À bord de ton vaisseau spatial ultra-moderne, tu t'envoles loin de la Terre à une distance sûre et puis, bam! Tu voyages plus vite que la vitesse de la lumière à travers l'espace interstellaire. La lumière de milliers d'étoiles passe à toute vitesse devant toi. Quelques minutes plus tard, tu es de l'autre côté de la Voie lactée et tu vas au travail. De tels voyages sont devenus banals depuis longtemps pour les humains, car tu fais partie de la civilisation qui a conquis toute la galaxie. Mais il a fallu près de 90 millions d'années pour y arriver. Alors comment y sommes-nous parvenus ? C'est comme un jeu vidéo. Au début, nous avions une flotte de 3 vaisseaux mères qui pouvaient voyager à 500 km par seconde. Chacun d'eux avait 10 plateformes de colonisation. Un vaisseau pouvait désamarrer une plateforme et la déposer sur la planète souhaitée. Nous avions aussi 2 vaisseaux rapides qui voyageaient 2 fois plus vite mais ne pouvaient coloniser qu'une seule planète. Chaque planète colonisée pouvait envoyer un nouveau vaisseau en expédition. L'humanité a donc pu se répandre dans la galaxie en 90 millions d'années. La plupart de ce temps a été passé à voler d'étoile en étoile. Le principal problème de la colonisation est la vitesse. Année 2021, nos vaisseaux spatiaux peuvent à l'heure actuelle voler à environ 40 000 km/h. C'est une vitesse suffisante pour aller de New York à Los Angeles en moins de 4 minutes. Mais un voyage vers des planètes voisines comme Mars prend encore environ 7 mois. L'étoile la plus proche du Soleil, Proxima Centauri, se trouve à 4,2 années-lumière. Cela signifie que la lumière, l'élément le plus rapide de l'univers, met 4,2 années pour y parvenir depuis le Soleil. Il faudra à notre fusée 73 000 ans pour y arriver. C'est plus que l'existence d'une civilisation humaine avancée. Or, notre galaxie, la Voie lactée, mesure 105 000 années-lumière de large. Donc même en voyageant à la vitesse de la lumière, cela prendrait une éternité. Alors naturellement, l'humanité a imaginé d'autres moyens de voyager. Déplaçons-nous dans le futur et imaginons que nous ayons résolu ce problème. Nous avons commencé à accélérer avec des sondes microscopiques propulsées par des faisceaux laser directionnels depuis la Terre. Cela a permis d'atteindre des vitesses équivalentes à 25% de la vitesse de la lumière. C'est encore trop lent. Le problème était que rien de ce qui a une masse ne peut voyager à la vitesse de la lumière. Nous sommes donc passés à l'étude de la métrique d'Alcubierre. Cette méthode n'implique pas de se déplacer d'un point A à un point B, mais plutôt de comprimer l'espace entre ces points. Voici une feuille de papier à carreaux. Imagine que nous devions parcourir 3 carreaux pour atteindre ta destination. Au lieu de nous déplacer en ligne droite aussi vite que possible, nous comprimons ces carrés pour que notre vaisseau spatial soit au point B. Maintenant, nous les dépressurisons, l'espace est normalisé et nous avons voyagé en quelque sorte à l'arrêt. C'est comme ça que fonctionne la métrique d'Alcubierre. Elle comprime l'espace devant le vaisseau spatial et le dilate derrière sa queue. Donc théoriquement, un vaisseau spatial à propulsion d'Alcubierre peut se déplacer à n'importe quelle vitesse, même plus vite que la vitesse de la lumière. Mais la quantité d'énergie nécessaire pour y parvenir est énorme et pourrait être comparée à la masse énergie de la planète entière de Jupiter. Alors pendant que certains scientifiques travaillaient à améliorer le moteur d'Alcubierre, d'autres regardaient à l'intérieur de l'objet le plus mystérieux de l'univers, le trou noir. Un trou noir est un corps céleste si dense qu'il attire même la lumière et ne la laisse pas sortir. Imagine un trampoline circulaire. C'est notre espace-temps. Plaçons un ballon de basket en son centre. Le trampoline s'affaisse un peu. Maintenant, tous les objets que nous mettons sur le trampoline vont rouler vers le ballon de basket. C'est comme ça que fonctionne la gravité. Mais si tu fais rouler une balle de golf au-delà du ballon de basket, elle a une chance de sortir de cet entonnoir. Maintenant, mets une boule de bowling très lourde au centre du trampoline. Le trampoline s'affaisse encore plus. Désormais, la balle de golf va inévitablement tomber dans l'entonnoir avec la balle de bowling sans aucune chance de s'échapper. C'est comme ça que fonctionne un trou noir. Et certains scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir un trou de verre au cœur d'un trou noir. C'est un raccourci entre le point A et le point B de l'univers. Retournons à notre feuille de papier. Au lieu d'aller tout droit, nous plions la feuille de façon à ce que le point A soit juste au-dessus du point B. Maintenant, nous faisons un trou dans le papier et nous nous déplaçons vers le point B. Nous le déplions à nouveau et voilà. Nous sommes arrivés à destination. Il existe donc une théorie selon laquelle, si un vaisseau spatial entre dans le champ gravitationnel d'un trou noir et résiste à l'incroyable tension qui y règne, il peut sortir vers n'importe quel autre point de l'univers auquel ce trou de verre mène. Il pourrait même s'agir d'une autre galaxie ou d'un univers parallèle. Nos recherches ont été fructueuses et désormais, en regardant une carte de la Voie lactée, nous pouvons nous rendre absolument partout. Il ne reste plus qu'à choisir le bon endroit à coloniser. Il y a environ 1 milliard d'étoiles. Autour de chacune d'entre elles se trouvent des planètes susceptibles de convenir à la vie. Nous devons donc réduire la liste. Tout d'abord, nous recherchons des étoiles relativement jeunes, presque comme notre Soleil.
Près d'elle, une colonie humaine peut potentiellement vivre pendant longtemps. Ensuite, lorsqu'une étoile vieillit, elle commence à se dilater et à devenir rouge. Dans les derniers stades de sa vie, elle peut absorber toutes les planètes qui l'entourent, puis exploser avec une telle force que la lumière de l'explosion peut être vue à des dizaines d'années-lumière. Deuxièmement, la candidate pour une colonie humaine doit se trouver dans la zone habitable de l'étoile. Il s'agit d'une zone étroite, pas trop éloignée ni trop proche de l'étoile, pour qu'il n'y fasse ni trop froid ni trop chaud. En d'autres termes, l'eau sur la planète doit exister sous forme liquide. De plus, la planète candidate doit avoir une surface solide pour que nous puissions y vivre. Un autre facteur important est la taille de la planète. Si elle est trop grande, sa force gravitationnelle fera pression sur nous. Il sera plus difficile pour nous de sauter, de marcher et de soulever des poids sur cette planète, car nous sommes habitués à la gravité de la Terre. Mais si la planète est trop petite, nous nous y sentirons comme des super-héros. Nous serons capables de sauter très haut et de soulever de gros poids. Mais ensuite, nos muscles perdront de leur tonicité et notre santé se détériorera. Nous recherchons donc une planète de la taille de la Terre. En tout, nous avons environ 100 000 systèmes stellaires qui correspondent à nos paramètres. Alors nous commençons à explorer et à coloniser. Et voici notre première cible. Nous avons nommé cette planète Nouvelle Maison. Nous allumons notre moteur plus rapide que la lumière et bam, nous y sommes. Même si cette planète répond à tous nos critères, il est encore difficile de considérer cet endroit comme notre foyer. Il est fait de paysages désertiques avec beaucoup de cratères et de canyons. Nous devrons travailler dur pour que cet endroit ressemble à la Terre. La phase de terraformation de la planète est sur le point de commencer. Cela signifie que nous allons modifier le climat et l'atmosphère ici. Nous avons besoin d'environ 78% d'azote et 21% d'oxygène pour pouvoir respirer sans combinaison spatiale. Nous allons donc cultiver des plantes à air, d'autres usines produiront de l'eau, nous construisons aussi des centrales électriques et une usine pour produire du carburant pour notre vaisseau spatial. Et enfin, très important, la production de nourriture. Une fois que tout sera prêt, la colonie pourra exister par elle-même. Et après plusieurs siècles, cette planète sera suffisamment développée et peuplée pour envoyer une expédition pour coloniser les mondes voisins. Ainsi, pendant plusieurs millions d'années, l'humanité a tissé sa toile dans la Voie lactée. D'une planète à l'autre, nous avons colonisé notre galaxie. L'humanité est maintenant non seulement multiplanétaire, mais aussi interstellaire. Le prochain objectif est de faire de nous une espèce intergalactique. Voici notre Voie lactée. Faisons un zoom arrière. Voici le groupe local de galaxies. Chacune d'entre elles contient des millions d'étoiles candidates à la colonisation. Nous devons parcourir 5 millions d'années-lumière pour y arriver. Zoom arrière à nouveau. Le super amas de la Vierge. Il y a environ 100 amas de galaxies similaires aux nôtres. Encore un zoom arrière. À 1 milliard d'années-lumière de chez nous. Super amas voisin. Maintenant, chaque galaxie ressemble à un petit point. Et il y en a des millions et des millions. Dézoomons encore plus. À 14 milliards d'années-lumière de la Terre, c'est notre univers observable. Il y a environ 2000 milliards de galaxies. Même à 1000 fois la vitesse de la lumière, il nous faudrait des milliards d'années pour coloniser ne serait-ce que 1% des étoiles présentes. Mais ce n'est pas encore fini. Il y a un point froid sur la carte de l'univers observable. Certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'une cicatrice due à une collision de notre univers avec un univers voisin. Ils disent que les univers pourraient être comme des bulles, chacune contenant des billions de galaxies. Une fois, une telle bulle s'est écrasée sur la nôtre et sa force gravitationnelle a arraché des amas de galaxies de notre univers. Si cela est vrai, alors les univers parallèles existent bel et bien. Nous avons alors des possibilités vraiment infinies d'exploration, de découverte de nouveaux mondes pour l'humanité et de contact avec des civilisations extraterrestres. C'est prometteur.